De nombreux aéroports sont construits près de l'eau et il y a tout un tas de raisons à cela. Tout d'abord, la plupart des aéroports sont situés près des grandes villes et les grandes villes sont généralement construites près d'une étendue ou d'un cours d'eau. À l'époque, avant que les routes bitumées et les camions n'existent, les marchandises étaient transportées par bateau. Avoir un fleuve ou une mer à proximité était vital pour livrer les fournitures essentielles aux villes comme la nourriture et les matériaux de construction. Cela permettait aussi de faire du commerce afin de stimuler l'économie locale. Comme la plupart des gens se rendent dans les grandes villes pour les affaires et les vacances, plutôt que dans les zones rurales, il était logique de construire les aéroports dans ces endroits. La forte demande de voyage rendait les aéroports à la fois nécessaires et rentables, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont construits près de l'eau. Les grandes villes sont généralement très peuplées et les aéroports ont besoin d'immenses surfaces. Essaie de trouver un terrain suffisamment grand au milieu de la ville de New York pour y placer un aéroport. Ce serait pratiquement impossible. Les zones situées près de l'eau sont généralement un peu plus rurales. Il y a donc plus d'espace que dans les grandes villes remplies d'immeubles. Certains pays ont même poussé ce principe un peu plus loin. Les terres sont vraiment rares au Japon, alors pour construire l'aéroport international du Kansai, les architectes d'Osaka se sont dirigés à 5 km au large dans la baie d'Osaka pour créer une île artificielle. Mesurant 4 km de long sur 2,5 km de large, elle est tellement vaste qu'on peut même la voir depuis l'espace. Il a fallu 38 mois pour achever la construction. Les voyageurs peuvent se rendre sur l'île principale de Honshu en voiture, en train ou en ferry à grande vitesse. L'aéroport international du Kansai a ouvert en 1994 et est devenu le premier aéroport au monde à être construit sur la mer. Malgré son emplacement, il possède le plus long terminal de la planète, avec une longueur d'un peu moins d'1,5 km. Les avions ne doivent pas non plus avoir d'obstacles autour d'eux lorsqu'ils atterrissent. Il serait vraiment difficile d'essayer de faire atterrir un avion avec des obstacles. Cela inclut les arbres, les montagnes, les bâtiments et les lignes électriques. Sur l'eau, rien n'empêchera les avions de décoller ou d'atterrir, ce qui rend les choses beaucoup plus sûres. Sur les îles montagneuses, les pistes sont souvent parallèles à l'océan, car les montagnes se trouvent à l'intérieur des terres, comme par exemple à l'aéroport de Gran Canaria, situé sur l'une des îles Canaries. Cela s'explique aussi par des raisons de sécurité. Si un avion doit annuler son atterrissage sur la piste et refaire un tour, il doit y avoir suffisamment de place pour qu'il puisse le faire en toute sécurité sans rien heurter. Il doit aussi être capable de remonter dans les airs à un angle sûr pour éviter de causer des problèmes aux passagers. Atteindre cette altitude de sécurité est beaucoup plus facile, rapide et sûr au bord de la mer par rapport aux grandes villes ou aux zones montagneuses. En parlant d'atterrissage raté, les pilotes sont formés pour faire face à une panne de moteur au décollage. Si un avion atteint la bonne vitesse pour décoller, il doit quitter la piste même si un moteur tombe en panne. Mais pas d'inquiétude, les avions peuvent toujours voler avec un seul moteur. Cela demande juste un peu plus de concentration. En raison de la capacité réduite, il faut plus de temps pour atteindre la bonne altitude et il faut plus d'espace pour décoller. En décollant en direction de l'océan, il est plus facile de monter à une altitude sûre sans se soucier d'entrer en collision avec un quelconque obstacle. Une autre raison pour laquelle les aéroports sont construits au niveau de l'eau est que plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Cela fait diminuer la poussée des moteurs ainsi que la portance générée par les ailes. Dans les régions plus élevées, il est plus difficile pour les avions de décoller. En termes financiers, cela signifie qu'il faudrait construire des pistes plus longues, ce qui coûterait plus cher, et personne ne souhaite cela. Au niveau de la mer, les avions ont besoin de moins de carburant car ils ne brûlent pas autant d'énergie au décollage. Et ils font aussi moins de bruit parce qu'ils ne poussent pas les moteurs à fond. Mais même si cela rend les avions moins bruyants, les aéroports ont tout de même des niveaux de bruit assez élevés. Imagine que tu entends des avions survoler ta maison pendant que tu essaies de t'endormir la nuit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les aéroports sont généralement construits sur la côte, loin de toute zone résidentielle. Car les poissons ne sont généralement pas connus pour déposer de plaintes relatives au bruit. Dans certains pays, les aéroports doivent même fournir des améliorations pour les maisons du voisinage qui seront affectées par le bruit. L'Allemagne est l'un de ces pays et ils font tout, de l'amélioration des toits à l'ajout d'une isolation murale pour réduire les nuisances sonores. Construire près de la côte signifie qu'ils n'auront pas à payer pour toutes ces améliorations coûteuses, ce qui fait économiser beaucoup d'argent à l'aéroport. Les zones côtières présentent aussi des avantages météorologiques pour les vols. Les brises de mer sont des vents réguliers qui soufflent de l'eau vers la terre.
Les avions atterrissent et décollent généralement face au vent, ce qui en fait l'endroit idéal pour construire un aéroport, car il n'y aura pas de retard causé par des vents forts inattendus. Mais si les brises de mer qui viennent au printemps et en été sont formidables, les zones proches de l'eau peuvent être sujettes au brouillard en automne et en hiver, donc cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toutefois, tous les aéroports ne se trouvent pas sur la côte, car elle pose aussi un certain nombre de problèmes. L'un des plus importants est celui des oiseaux. Nos amis à plumes adorent la côte, à cause de tous ces délicieux poissons qui y nagent. Mais ils peuvent causer de gros problèmes aux pilotes. Mais les aéroports parviennent à contourner ce problème en utilisant des tactiques d'intimidation. Les oiseaux n'aiment pas vraiment le bruit et les avions ne sont pas les objets les plus silencieux du ciel. Les aéroports produisent aussi des bruits forts et entraînent même des faucons pour abattre les oiseaux qui se trouvent sur leur chemin. Le risque le plus évident à construire près de la mer, cependant, est l'inondation. Les aéroports coûtent des sommes folles à construire et les avions ne sont pas bon marché non plus. En 2018, l'aéroport du Kansai a été inondé par le typhon Jebi. Ils ont dû annuler toutes les opérations pendant 2 jours et l'eau était si haute qu'elle a endommagé les moteurs des avions. Bien que les aéroports côtiers mettent en place des mesures pour se protéger des inondations, il est assez difficile de tout sauver d'un typhon. Avec la hausse du niveau des mers et l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes, ces inondations semblent d'ailleurs de plus en plus probables. Un quart des 100 aéroports les plus fréquentés du monde se trouvent à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 12 d'entre eux, dont ceux de New York, San Francisco et Shanghai, sont à moins de 5 mètres. Oups! Toute cette eau pose un autre problème. Si les avions dépassent la piste, ils n'ont nulle part où aller. Le dépassement de piste se produit principalement lorsque le pilote sous-estime la longueur de la piste et n'atteint pas la vitesse de décollage à temps. Il y a généralement des plaques supplémentaires de béton ou d'herbe sur lesquelles l'avion peut encore rouler lorsque les aéroports sont sur la terre ferme. L'avion serait un peu endommagé dans ce cas, mais rien de grave. Mais avec les aéroports côtiers, l'avion peut se retrouver directement dans l'eau. Heureusement, il existe une nouvelle technologie qui vise à empêcher que cela ne se produise. Ces nouveaux systèmes permettent aux pilotes de renseigner tous les paramètres de vol, y compris les conditions météorologiques qui pourraient affecter le décollage. Le système calcule ensuite la longueur de piste dont l'avion aura besoin pour s'arrêter. De nombreux aéroports ont également ajouté du béton mou à l'extrémité des pistes pour éviter une catastrophe aquatique. Lorsque l'avion glisse sur ce béton mou, il se retrouve bloqué et cela l'empêche de rouler trop loin. La construction d'aéroports à côté de l'eau pose aussi des problèmes financiers. La location de terrain près de la côte ou des lacs est généralement plus coûteuse que sur le continent en raison de la demande. Par exemple, 40% de la population américaine vit sur la côte, bien que les zones côtières ne représentent qu'environ 10% de la masse terrestre totale des États-Unis. Les aéroports ont besoin d'un terrain plat pour être construits, mais ce n'est pas toujours facile à trouver, et les terres côtières peuvent poser des problèmes particuliers en raison du sable et des marécages. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. L'un des aéroports les plus célèbres du monde, l'aéroport JFK de New York, a été construit sur des marécages. Le terrain était beaucoup moins cher que d'habitude, et les marais ne peuvent pas vraiment être utilisés pour grand-chose. Bien sûr, cela a coûté beaucoup d'argent de rendre le sol apte à transporter de lourdes charges, mais tout cela a été réglé. Trouver une zone aussi grande près de l'une des plus grandes villes du monde a été une chance, même s'il s'agissait de marais. C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci. On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes.
Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande au défunt. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces deux gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable. Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les deux mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser. Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19 h commencent souvent à 20 h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tu as l'intention de voyager en bus en Irlande prochainement? N'oublie pas de remercier le chauffeur en descendant du bus. Tu constateras que la très grande majorité des habitants le font de manière appuyée, car c'est une règle locale. Choisis bien ton cadeau si tu es invité dans une maison au Vietnam. Il est possible d'apporter des fruits, des sucreries ou de l'encens. Les mouchoirs sont considérés comme le symbole d'un triste adieu, et les couteaux sont le signe de relations interrompues. N'en apporte donc jamais. Emballe ton cadeau dans du papier coloré et évite toujours le noir. Les habitants de la région estiment que cette couleur est de mauvais augure. Lorsque tu présentes ton cadeau, tiens-le à deux mains. Ne sois pas surpris que tes hôtes ne l'ouvrent pas tout de suite. L'ouverture se fait après le départ du donateur. En Inde, ne laisse rien dans ton assiette. C'est un signe de manque de respect pour la nourriture qui t'a été servie. La nourriture est considérée comme sacrée dans ce pays, ce qui contrarierait beaucoup tes hôtes. Donc lave et sèche tes mains avant de commencer le repas. N'oublie pas de féliciter le cuisinier et attends que le plus âgé se lève avant de quitter la table. Dans le sud de l'Inde, il est courant de servir la nourriture sur une feuille de bananier. Il faut la plier par le haut quand on a terminé le repas.
La replier par le bas signifie que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu. Au Danemark, il n'est pas question de se vanter de ses réussites. Les Danois considèrent que tout le monde est égal et personne ne parlera donc de sa réussite professionnelle, de ses talents ou d'une quelconque supériorité. Ils attendent la même chose de toi. Si tu cherches un bon sujet de conversation, la grandeur de leur pays est une bonne option pour les Danois. Ils sont vraiment fiers de leur terre et de toutes les merveilles qu'elle recèle. Si tu pars en voyage en Allemagne et que tu as l'intention d'emprunter la célèbre Autobahn, n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Il est interdit de s'arrêter, de se garer, de faire demi-tour et de reculer sur cette autoroute ultra rapide. Oui, même si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'essence, tu devras payer une amende car tu étais censé mieux planifier les choses. Et bien que l'autobahn n'ait techniquement pas de limite de vitesse, fais attention si tu passes par des zones urbaines comme Francfort, Berlin et Munich ou par des travaux de construction et une circulation dense. Des instructions spéciales concernant la vitesse seront données à ces endroits. Si tu envisages de découvrir Chypre en voiture, désaltère-toi avant de démarrer le véhicule. Il est interdit de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, en conduisant sur l'île. Si tu ne peux pas résister à l'envie de grignoter ou de boire au volant, apprête-toi à payer une amende. En Éthiopie, il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir un cadeau pour quelqu'un. Ils considèrent cela comme une dette qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, si tu apportes quelque chose de très cher, le destinataire devra soit dépenser beaucoup d'argent pour un cadeau de retour, soit se sentir redevable envers toi. Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes, ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara, avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac, et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en bâillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers.
il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attendent que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre, mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objets lourds dans les compartiments supérieurs. En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant, de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque. Si tu en fais l'expérience par mauvais temps, il se peut que ce soit intentionnel. Si la piste est recouverte d'eau ou de neige, l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplaning. Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande. Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose, certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion. N'ignore pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage. En cas d'urgence, cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation. Par exemple, s'il y a un incendie devant une issue, ils redirigeront les passagers vers une autre. Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main. Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord. Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick. Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés. Et si tu veux en emporter une à bord, sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure. En outre, tu ne dois pas les utiliser pendant le vol, car elles risquent de prendre feu. En général, les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité, mais comme elles sont très puissantes, elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin. Si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication. De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avions, ainsi que lors de manipulations au sol. Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, sinon les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux. Même lorsque tu passes devant un scanner à bagages, le risque est minime. Et pour finir, ne te comporte pas mal à bord. Aie une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers. Et aussi, n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul. Ce n'est pas une blague. Dans les films, on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes. Malheureusement, c'est presque impossible dans la vie réelle. Même si une personne est très douée, qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol, elle risque d'échouer à cause d'un simple facteur, le stress. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote. Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne. Ça n'existe que dans les films.
Tu t'enregistres dans ta chambre d'hôtel, tu te connectes au Wi-Fi, tu sautes sur le lit et tu publies 15 photos de ta nouvelle vue depuis la fenêtre. Une fois l'excitation initiale passée, tu remarques une lumière clignotante suspecte sur ton énorme télévision. Se pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération, et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange, ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméra espion sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumières de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou cam. De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux, et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique. Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement. Vérifie les interrupteurs, les prises de courant, les lampes et autres objets auxquels tu ne prêterais normalement pas attention. S'ils ont l'air un peu de travers, s'ils présentent un trou ou s'ils semblent mal placés, c'est peut-être le signe que quelqu'un les a trafiqués. De nombreux dispositifs d'espionnage ont besoin de fils et la personne qui les a installés aura dû cacher ces fils, souvent derrière une plainte en vinyle. C'est pourquoi l'endroit où le sol et le mur se rejoignent est une autre zone à inspecter. Des crêtes, des bosses ou une décoloration peuvent être le signe qu'un microphone s'y cache. Il en va de même pour les taches sur les plafonds et les murs, même si elles ne sont pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Si tu trouves une caméra cachée ou quelque chose de suspect, n'hésite pas à en informer l'accueil de l'hôtel ou le service de réservation. N'essaye pas de toucher ou de déplacer l'appareil toi-même. Si l'hôtel nie tout, tu peux contacter les forces de l'ordre. Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de caméra dans la pièce, examine les miroirs. Quelqu'un pourrait observer de l'autre côté. Commence par vérifier si le miroir est encastré dans le mur ou s'il peut être ajusté. Si c'est un miroir sans teint, il sera encastré dans le mur. Tu peux faire un test simple pour inspecter ton miroir. Appuie le bout de ton doigt sur la vitre et pousse assez fermement pour laisser une empreinte digitale lorsque tu retires ton doigt. Étudie l'empreinte. S'il y a un petit espace entre l'empreinte et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Sur un miroir sans teint, il n'y a pas de tel espace. Une autre façon de vérifier si ton miroir est semi-transparent est de tapoter la vitre. Si quelqu'un t'observe de l'autre côté, le miroir émettra un son creux. Un miroir sans teint devrait sembler plus lumineux de l'autre côté que du tien. Approche-toi du miroir et mets tes mains en visière autour de tes yeux. Vois-tu de la lumière derrière le miroir? Si c'est le cas, il se peut que tu aies un public inopportun. Avant de quitter ta chambre ou d'aller te coucher, assure-toi que toutes les portes soient bien fermées. Par chaque porte, on entend non seulement l'entrée de la chambre, mais aussi la porte menant au balcon si tu en as un. Tu peux apporter un verrou portatif pour plus de sécurité si tu t'apprêtes à aller au lit.
Tu peux aussi te lancer dans un petit projet de bricolage et enrouler une ceinture ou une sangle autour de la poignée qui ferme la porte. Boucle-la et enroule-la plusieurs fois pour une protection supplémentaire. Une autre idée pour une sieste sereine est d'entasser tes effets personnels près de la porte. Des verres et des tasses feront parfaitement l'affaire. Si quelqu'un essaye d'entrer pendant que tu dors, il y aura du bruit. Les intrus préfèrent rester discrets. Il est donc fort probable qu'ils renoncent tout de suite à te dépouiller. Si tu voyages avec des objets de valeur et que tu ne te sens pas à l'aise de les laisser sans surveillance, tu peux les placer dans le coffre-fort de ta chambre. Mais comme ces coffres-forts utilisent des codes d'accès au lieu de serrure physique, quelqu'un de l'hôtel doit forcément connaître le code pour le déverrouiller, juste au cas où. Tu peux donc apporter ton propre coffre-fort. On en vend qui ressemblent même à des livres sur Internet, par exemple. Ils sont faits de métal solide et de papier texturé et sont munis d'une serrure à combinaison. Ils ont généralement assez de place pour contenir tes passeports, ton argent liquide et tes bijoux. Si tu dois laisser ton ordinateur portable dans la pièce et que tu veux t'assurer que personne n'y branche une clé USB pour voler tes données, voici ce que tu peux faire. Laisse une bouteille d'eau ou un autre objet à côté du port USB. Mesure la distance, mettons qu'il se trouve à 1 ou 2 cm. Pour que quelqu'un puisse brancher son gadget sur l'ordinateur portable, il devra forcément déplacer la bouteille. Tu peux aller plus loin et déposer un stylo parallèlement à l'ordinateur portable sous un certain angle. Tu peux mesurer l'angle avec ta smartwatch ou ton téléphone à l'aide de l'application Boussole. Là encore, si quelqu'un le déplace, tu le sauras immédiatement. Même quelque chose d'aussi simple qu'un panneau « Ne pas déranger » peut t'aider à savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre pendant ton absence. Fais croire que tu es parti précipitamment et que le panneau s'est accidentellement coincé entre la porte et son cadre. Si tu reviens et que le panneau pend librement, c'est que quelqu'un l'a ignoré et a bien essayé de te déranger. Dans ce cas, tu peux contacter la réception et demander à ce que quelqu'un entre dans la chambre avec toi pour assurer ta sécurité. Si tu te soucies autant de la propreté de ta chambre que de tes affaires et de ta sécurité personnelle, alors ce conseil est pour toi. Les employés d'hôtel doivent normalement s'occuper de 20 chambres par tranche de travail de 8 heures. Cela signifie qu'ils n'auront pas plus de 30 minutes pour s'occuper de ta chambre. Cela leur laisse suffisamment de temps pour faire le lit, nettoyer le sol de la chambre et de la salle de bain, vider les poubelles et dépoussiérer toutes les surfaces. Mais ils ont rarement le temps de s'occuper des petits objets comme les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs ou les télécommandes. Et oui, ce sont précisément les objets avec lesquels tu seras le plus en contact. Ils peuvent même receler plus de germes que les toilettes. Alors, si tu veux être sûr que ces germes n'atterriront pas sur tes mains, emporte suffisamment de lingettes antibactériennes pour nettoyer tous ces objets avant de les toucher. Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais.
Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodan à 800 km/h. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les 2 pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage.
Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissure ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre.
passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section? Essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements, dans ta valise, pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés. Tu peux emporter encore plus de vêtements à bord avec toi si tu les mets dans une tête d'oreiller. Le plus beau dans cette astuce est que cela te servira aussi d'oreiller confortable sur lequel tu peux reposer ta tête pendant le vol. Si tu as un peu plus d'espace à disposition, les cubes d'emballage sont un autre excellent moyen de garder tes affaires organisées. Ce n'est peut-être pas aussi efficace en termes d'espace que les sacs de compression, mais beaucoup de voyageurs les préfèrent à un emballage plus ordonné. Tu peux les diviser par tenue ou type de vêtements, par exemple un pour les pantalons et un pour les hauts. Tu peux facilement acheter des cubes d'emballage sur la plupart des sites de vente en ligne et dans les magasins de voyage et de camping. Il existe aussi des cubes d'emballage spécialement conçus pour une ou plusieurs paires de chaussures. C'est un excellent moyen de compacter l'espace que tes chaussures prendraient autrement dans tes bagages et d'empêcher tes vêtements propres d'entrer en contact avec elles. Personne ne souhaite que ses vêtements sentent les pieds, n'est-ce pas? Si tu as encore du mal à emporter tous tes articles dans ta valise, il existe quelques autres astuces que tu peux utiliser pour obtenir ce petit espace supplémentaire sans coût additionnel. La plus évidente est d'utiliser ton propre corps avec la technique des couches. Choisis tous les articles encombrants et porte-en autant que tu peux sur toi. Tu peux essayer de porter un short sous ton pantalon ou plusieurs couches de tes vêtements d'hiver, comme ton pull, ta veste et ton manteau superposés les uns sur les autres. Tu vas peut-être transpirer un peu, mais la plupart des aéroports et des avions sont bien climatisés et tu peux toujours te débarrasser de quelques couches une fois que tu as embarqué dans l'avion. Au moins, tu auras des vêtements chauds dans lesquels te blottir si tu as froid pendant le vol. Si tu ne veux pas porter toutes ces couches, il existe un autre type de sac que tu peux emporter gratuitement dans l'avion. Procure-toi un ou plusieurs sacs Duty Free dans l'un des magasins de l'aéroport. Tu peux même les garder pour la prochaine fois. Range tous tes articles supplémentaires dans ton sac Duty Free et emporte-le sur ton vol sans frais supplémentaires. Cela vaut aussi la peine de réfléchir au type de bagage que tu utilises et surtout à son poids. Beaucoup de gens oublient que le poids standard de 7 kg autorisé par la plupart des compagnies aériennes comprend le poids de leur bagage à vide. Or, ce bagage peut souvent peser jusqu'à 2 à 3 kg, soit une grande partie du poids autorisé rien que pour le contenant. Alors, quand tu achètes ton bagage, prends en compte son poids. En choisissant un sac plus léger, tu auras plus de poids pour les articles que tu veux emporter. Tiens-toi à certains de ces conseils pratiques et tu ne manqueras pas d'espace ni d'argent pour tes vacances. Bon voyage! Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle,
il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium, et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel. Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage. Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres Heathrow. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe 3 types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour. Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ 5 écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revois plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle. Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone duty-free. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors taxes et les cafés et restaurants. Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement. Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs. Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre. Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces. Le fait de placer des zones hors taxe entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux.
Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller. Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes, mais des sociétés de restauration spéciales qui sont responsables des points de vente dans les aéroports. L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports, y compris pour la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas, mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent. Ils te font traverser les magasins duty-free rutilant directement après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces magasins est généralement orientée vers la gauche. C'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Cela signifie qu'ils utilisent leur bras droit pour tirer leurs bagages et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins. Lorsque la zone duty-free s'incurve vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace. Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs. Si tu as le choix, n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport. Tu n'y obtiendras jamais un bon taux. Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande. Ou alors, il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale. As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports ? Les plus utilisés sont ceux à 3 lettres. Pourquoi 3 ? Dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à 2 lettres du service météo national pour se référer aux aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une 3e lettre. C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX. Mais même s'il ne devrait pas y avoir 2 aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre. Par exemple, un aéroport au Bangladesh porte le code CGP, tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG. Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, ne te trompe pas de destination. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où les repas destinés aux passagers sont préparés pour différentes compagnies aériennes. Et comme ces ô combien délicieux repas doivent être concoctés environ 6 à 10 heures avant chaque vol, les cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, le menu de ton vol est généralement conçu jusqu'à 1 an en avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et elles font très attention à ce qu'elles dépensent. Par exemple, American Airlines a réussi à économiser 40 000 $ par an à partir de 1987 en retirant une seule olive dans chacune des salades servies sur ses vols. Si tu as une longue escale entre 2 vols, te rendre à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas toujours l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vante un accès de 24 heures dans son lounge ou son salon VIP. Dans la plupart des cas, tu y trouveras des collations et des boissons gratuites, mais tu pourras aussi utiliser des cabines de douche gratuites et des chambres pour te reposer à un prix très abordable. Il existe un terme pour désigner les 60 premières minutes qui suivent l'enregistrement, l'heure dorée. C'est le moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les magasins et les zones duty-free des aéroports. Et installer les sièges les plus confortables dans ces zones situées juste en face des magasins est une astuce pour te pousser à faire du shopping. Quand on est assis sur un siège confortable devant une enseigne ou une belle vitrine, on est vite tenté. Si tu as toujours voulu savoir ce qui arrive à tes bagages pendant que tu es à bord de ton avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport n'en sait pas plus que toi. Car une fois que tu as quitté leur zone de compétence, ils ne se soucient plus vraiment de ta valise. Désolé. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes barres et font le tri en fonction de la destination. Les 3 tâches des préposés aux bagages d'un aéroport sont 1. De faire passer tes sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. De les faire passer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance. Et 3. De faire passer tes sacs de l'avion à la zone de retrait des bagages. Et c'est tout. Donc si ton bagage n'avance pas assez vite, il pourra être en retard pour ta correspondance. Ou à l'inverse, ton sac pourra arriver à ta destination avant toi si tu es coincé au contrôle des passeports.
Un autre problème peut survenir si tu oublies de déchirer les vieux autocollants indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. Tu arrives à l'aéroport, impatient de passer quelques semaines loin du travail et de tes problèmes quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking, puis tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ton véhicule sur place pendant tes vacances. Mais pourquoi est-ce si cher ? En fait, le parking d'un aéroport est une entreprise comme une autre. Le terrain sur lequel ces parkings sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une belle somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie pour cela, bien sûr. De plus, il n'y a rien de plus pratique que de pouvoir se garer juste à côté d'un aéroport. Et ce privilège ajoute encore au coût final. Si tu ne souhaites pas dépenser une telle somme pour un peu de confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi. On prend souvent les traînées de condensation que les avions produisent à haute altitude pour des gaz d'échappement, mais la plupart du temps, il ne s'agit que de vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec présent dans les hauteurs, ce qui donne ces longues et fines traînées blanches. C'est l'humidité qui détermine la formation de ces traînées de condensation ainsi que leur persistance. S'il fait déjà humide là-haut, alors il y a davantage d'eau et les traînées de condensation sont plus visibles. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et la traînée persiste beaucoup plus longtemps. Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion. L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage. Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage ? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R, ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement.
Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité, et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil. Le courant cherchera ensuite la terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Les personnes à bord sont donc à l'abri de ces effets. Cependant, la foudre étant un phénomène puissant, il se peut que l'extérieur de l'avion soit un peu endommagé. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur avant que leur journée de travail ne commence. Les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP.
Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard, tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est « Quel est le but de votre visite ?» Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retriever, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles, mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays.
Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça, enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Vous faites erreur sur la personne? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève. Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact. Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone, car l'acétone est interdite dans les bagages à main. Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum, à condition qu'elle ne soit pas trop grande, et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes. Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre, et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisées à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage.
Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive. Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable. Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord, tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même. Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte. Elles sont trop lourdes, c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses. Si un agent des douanes la confisque, elle ne sera pas donnée à un restaurant local. Elle sera probablement fondue. Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord, comme une pomme ou une banane, mauvaise nouvelle pour toi. Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames, donc techniquement, ce n'est plus un blender. Et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu. Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année, mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord. Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire, ce qui peut effrayer les autres passagers. Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés, pas plus que les canons à confetti et les cierges magiques. Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits, mais ils causent quelques problèmes. Si tu en portes, on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner. Bien sûr, tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique, mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes. Les robes de mariée sont aussi un problème. Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X, alors il faudra peut-être les vérifier 2 fois. Si tu es un fan de camping, attention, tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage, alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente. Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main, tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination. Comme ce sont des objets pointus, les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas autorisées. Donc si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances, plutôt que de vulgaires aimants, tu devras l'enregistrer. Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique, tu es presque sûr d'échouer. C'est une matière inflammable, donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord. Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique, mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire. Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité. En revanche, un rasoir jetable ou des cartouches de lames peuvent être emportés à bord. Les cutters et les couteaux, à l'exception d'un couteau à beurre lisse, doivent être dans les bagages enregistrés. Les pains de savon sont autorisés à bord, mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier 2 fois ton sac après l'avoir scanné. Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur. Le savon liquide, au contraire, suit la règle universelle des liquides. Les règles pour les piles peuvent varier. Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main, ni dans le bagage enregistré. Et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord, car si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer un incendie. Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser. Il devra s'en passer cette fois-ci. Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main, ni dans les bagages enregistrés. Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord, mais étonnamment, les douaniers interdisent parfois cet article. Alors joue la sécurité et préviens la compagnie aérienne à l'avance. Sur ce, bon voyage! Bienvenue à bord de ce vol de Londres à Miami. Le temps de vol sera de 4h30. La température à Miami est de... Attends, le pilote vient-il d'annoncer 4h30 de temps de vol? Cela semble fou, mais ce sera très probablement une réalité dans moins de 10 ans. Boom Supersonic, un fabricant d'avions, travaille sur un jet supersonique pour passagers appelé Overture, qui pourra transporter 65 à 80 personnes à une vitesse 2 fois supérieure à celle des avions de ligne actuels. L'une des principales compagnies aériennes américaines est déjà intéressée par l'achat de 40 appareils. L'aéronef, qui va coûter 200 millions de dollars, a récemment passé les tests en soufflerie.
Si tout va bien, le premier prototype complet de l'Overture sortira de la chaîne de production en 2025 et voyagera à près de 2 fois la vitesse du son. L'avion pourra atteindre sa vitesse maximale au-dessus de la mer. Il sera donc parfaitement adapté au vol transatlantique. Et par exemple, voyager de New York à Paris ne devrait pas prendre plus de 4 heures. Mais d'abord, il devra obtenir toutes les autorisations officielles pour le faire. Certaines personnes sont sceptiques quant au concept de superjet pour passagers, car elles se souviennent de l'histoire du Concorde. Cet avion haut de gamme transportait des passagers de Londres à New York en 3 heures environ, et assurait d'autres liaisons transatlantiques. Les billets coûtaient la somme faramineuse de 10 000 $ par siège, et les passagers avaient accès à un salon super exclusif avec des homards et du bœuf Angus pour le déjeuner. Le Concorde a effectué son dernier vol commercial en 2003. C'était un énorme consommateur de carburant. De plus, les gens vivant près des aéroports se sont beaucoup plaints du bruit qu'il générait. L'Overture est censée être plus économe en carburant, plus léger et doté d'un meilleur logiciel pour le rendre plus aérodynamique. Le bruit pourrait cependant rester un problème, car les avions supersoniques ont besoin de moteurs aérodynamiques assez bruyants. Cela changera certainement à l'avenir, car les avions ont parcouru un long chemin depuis leur premier vol en 1903. À l'époque, les frères Wright avaient lancé l'ère aérienne avec un vol de 12 secondes, qui leur avait permis de parcourir 37 mètres en Caroline du Nord. La vitesse maximale à cette époque était d'environ 48 km/h, mais cela semblait tout de même assez impressionnant. Le premier service de transport aérien de passagers au monde a décollé à peine 11 ans plus tard. Le vol de Saint-Pétersbourg en Floride à Tampa, toujours en Floride, a duré 23 minutes. Parcourir la distance en voiture autour de la baie prenait environ 20 heures, donc c'était un gain de temps énorme. Les billets coûtaient 5 $ et étaient vendus 16 semaines à l'avance. Mais la compagnie aérienne a fait faillite en 4 mois. La nouvelle ère de l'aviation a commencé dans les années 1950 lorsque le moteur turbofan a été introduit. Cela a été rendu possible par l'utilisation de matériaux thermorésistants et des systèmes complexes de refroidissement par air. Les avions sont aussi devenus plus légers car ils étaient fabriqués en matériaux composites. Les ailes se sont aussi améliorées au fil des années. Mais c'est le profil aérodynamique, c'est-à-dire la partie grâce à laquelle l'air se déplace plus vite au-dessus de l'aile qu'en dessous, qui a vraiment changé la donne. Grâce à lui, les avions gardent une faible vitesse au décollage, ce qui signifie qu'ils se déplacent en douceur et consomment moins de carburant. L'avion le plus rapide du monde à ce jour est le North American X-15. Il était propulsé par une fusée et fabriqué en aluminium et en titane. Une énorme queue triangulaire l'aidait à rester stable à cette vitesse extrême. L'avion fusée a établi le record d'altitude du monde en atteignant une altitude de 108 000 mètres. Et le plus impressionnant, c'est que c'était en 1967. Alors, si c'était déjà possible à l'époque, pourquoi ne volons-nous pas tous en avion fusée, ou au moins en avion supersonique, surtout pour les vols longue distance? En termes de vitesse, les avions de ligne sont toujours au même point qu'il y a 50 ans. Principalement parce qu'une plus grande vitesse rendrait les vols beaucoup plus chers. Voler plus vite signifie brûler plus de carburant. De plus, les moteurs supersoniques sont chers à produire et à entretenir. Les forces naturelles sont une autre raison. Les vents affectent la vitesse d'un avion et aucune technologie ne peut contrôler le vent. Un fort vent arrière peut l'aider à avancer à une plus grande vitesse, tandis qu'un vent de face peut le ralentir considérablement. Les avions volent le plus souvent à des altitudes allant jusqu'à 11 000 mètres. Là-haut, l'air est plus fin, ce qui signifie qu'il y a moins de résistance, et un avion peut voler plus vite et économiser du carburant. De plus, les températures plus basses rendent les moteurs à réaction plus efficaces. Un autre avantage de voler dans cette partie de l'atmosphère est qu'il y a moins de turbulences. Donc, les vols sont plus fluides. Les jets privés ne peuvent pas voler aussi haut. Ils sont plus petits et leurs moteurs ne sont pas assez puissants pour atteindre une telle altitude. Ils s'en tiennent donc à environ 4500 mètres. Tu as déjà remarqué ces traînées blanches que les avions laissent derrière eux? Leur nom officiel est traînée de condensation. Elles se forment comme des nuages artificiels. Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière, les températures deviennent très basses, environ -55 degrés Celsius, et l'eau se transforme en particules de glace. Plus le taux d'humidité est élevé, plus ces traînées grossissent. Et tu peux encore les voir très longtemps après la disparition de l'avion. Ainsi, des traînées de condensation épaisses et longues peuvent être le signe d'une tempête à venir. Parfois, les traînées de condensation peuvent même être colorées. Les gouttelettes d'eau qui se forment dans l'atmosphère peuvent geler en différentes tailles. Elles reflètent alors la lumière du soleil à différentes longueurs d'onde, ce qui provoque l'effet d'un arc-en-ciel. Lorsque toutes les couleurs se mélangent, on obtient du blanc, la couleur de traînée la plus courante.
Les avions ne décollent pas avec le vent, mais face à lui. C'est un peu comme un cerf-volant. Pour le faire voler, il faut le lancer contre le vent. C'est parce qu'il y a 4 forces de vol. La portance, le poids, la poussée et la traînée. La portance est générée car la vitesse de l'air est plus élevée au-dessus du cerf-volant qu'en dessous. Le cerf-volant est alors poussé vers le haut. Traverser un orage est une expérience plutôt effrayante. Mais est-ce vraiment aussi dangereux que ça en l'air? En fait, les moments les plus critiques par temps venteux sont le décollage et l'atterrissage. Les constructeurs d'avions testent leurs appareils et spécifient les limites de vitesse auxquelles les pilotes doivent se déplacer dans différentes conditions météorologiques. Dans certains aéroports, les vents sont assez violents toute l'année, si bien que l'atterrissage peut être assez houleux. Il faut être un vrai pro du pilotage pour atterrir lorsque le vent balaie la piste de travers. Parfois, le vent change inopinément de vitesse et de direction. Le pilote doit alors vraiment savoir ce qu'il fait. Sinon, le risque de sortie de piste est bien réel. La chaleur extrême est une autre condition météorologique qui peut empêcher un avion de voler. Les avions volent en générant de la portance avec leurs ailes. L'air situé sous les ailes fait décoller l'avion. En cas de chaleur extrême, un avion ne peut pas produire autant de portance. C'est parce que l'air chaud se dilate et devient beaucoup moins dense que l'air froid. Avec moins de portance, l'avion peut avoir beaucoup de mal à décoller et à voler. L'électronique ne réagira probablement pas à la chaleur ou à l'humidité extrême, et le système de climatisation risque de tomber en panne. Les petits jets ne peuvent pas fonctionner à une température supérieure à 48 degrés Celsius. Les avions Airbus et Boeing, plus gros, ont de meilleures performances en dessous de 52 degrés Celsius. Ces carillons mystérieux que tu entends pendant le vol sont une sorte de langage secret que l'équipage utilise pour communiquer. Le carillon que tu entends peu après le décollage informe l'équipage que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. Un carillon unique pendant le vol est le signe qu'un des passagers a besoin de l'aide de l'équipage. Lorsque les hôtesses servent les repas et qu'elles sont à court de nourriture ou de boissons, elles peuvent demander à leurs collègues de les dépanner en utilisant un combo de carillons aigus et graves. 3 tonalités basses signifient que de sérieuses turbulences approchent et que les membres d'équipage doivent donc s'asseoir et boucler leur ceinture. As-tu déjà remarqué la lumière clignotante dans la cabine avant le décollage? Tu n'as pas à t'inquiéter. Cela se produit lorsque le pilote déconnecte l'avion du réseau électrique de l'aéroport et passe à celui de bord. Cette transition rapide peut provoquer des clignotements. L'Himalaya compte certains des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest. Il n'est donc pas surprenant que les avions aient des problèmes pour naviguer dans cette région. Mais pourquoi les avions commerciaux y sont-ils carrément interdits de vol? Pour commencer, ces montagnes ont une hauteur moyenne de plus de 6100 mètres. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, s'élève à 8850 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone est accidentée, remplie de neige et ne comporte presque aucune surface plane. En cas de dépressurisation soudaine de la cabine, il serait vraiment difficile d'effectuer un atterrissage d'urgence, car il n'y a littéralement aucune zone plate. De plus, l'environnement pauvre en oxygène à une telle altitude signifie qu'il y aura très probablement beaucoup de turbulences. Non seulement c'est très désagréable pour les passagers, mais les mouvements d'air aléatoires et la vitesse élevée du vent font qu'il devient très difficile de manœuvrer l'avion. Cette zone est aussi assez peu peuplée. Il n'y a donc pas grand-chose ici en termes de système radar. Or, les radars sont essentiels à la sécurité aérienne. Sans radar, les pilotes seraient incapables de communiquer avec le sol pour connaître les conditions de vol. Il peut également faire si froid là-haut que le carburant des avions peut totalement geler. Certes, les carburants utilisés dans les avions gèlent généralement à environ moins 45 degrés Celsius. Mais cela pourrait se produire au-dessus de l'Everest. La température la plus basse y a été enregistrée en décembre 2004, lorsque les thermomètres ont affiché une température stupéfiante de moins 42 degrés Celsius. Il n'est donc pas étonnant que les pilotes ne veuillent jamais prendre ce risque, surtout sur un vol commercial. Parmi les quelques aérodromes situés dans l'Himalaya, il y en a un qui est considéré comme celui où il est le plus difficile à atterrir du monde. Seuls 8 pilotes sur la planète sont agréés pour le faire. Il s'agit de l'aéroport international de Paro, situé au Bhoutan, un pays enclavé dans l'Himalaya oriental. Tout d'abord, l'atterrissage est très dangereux car il faut littéralement traverser certains des plus hauts sommets du monde. Sans compter que ces 8 super pilotes doivent également tenir compte des vents violents. Malgré ces difficultés, ils parviennent à faire atterrir en toute sécurité plus de 30 000 personnes chaque année.
Par ailleurs, il n'y a pas de radar pour guider les pilotes. Ils doivent donc manœuvrer l'avion entièrement en mode manuel. Les pilotes doivent décider de leur mouvement en fonction du point de repère visuel spécifique à l'approche de la piste. De plus, les vols n'y sont autorisés que de jour et par bonne visibilité. Ces grands professionnels de l'aviation doivent par ailleurs faire attention aux poteaux électriques et aux toits des bâtiments qui surplombent les collines. Cela signifie qu'ils doivent souvent faire se faufiler leurs avions entre les pics montagneux à des angles de 45 degrés avant de se poser rapidement sur la piste. Pas étonnant que seules 2 compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Paro. Outre ces pilotes commerciaux, il existe aussi des pilotes d'hélicoptères de sauvetage spécifiquement entraînés, qui ont passé la majeure partie de leur carrière à plus de 6000 mètres dans le ciel. La plupart du temps, ils s'associent à des alpinistes tout aussi expérimentés, qui s'entraînent en traversant la cascade de glace de Khumbu. Elle est surnommée le kilomètre carré le plus dangereux de la planète. Constituée de colonnes de glace aussi hautes que des immeubles de 6 étages, cette immense portion de glacier, située sur le versant ouest de l'Everest, est parsemée de crevasses sans fond. Il faut entre 4 et 12 heures pour aller d'un bord à l'autre de la chute de glace, selon l'expérience du grimpeur. On pourrait penser qu'il s'agit d'un endroit plutôt serein, puisque l'on n'est littéralement entouré que de glace et de neige. Mais les professionnels locaux affirment tout le contraire. Un vétéran de l'Everest a déclaré que le bruit était en fait la pire partie du travail. La montagne produit d'affreux grincements et gémit même parfois. Les gens ont souvent l'impression qu'elle leur parle, les avertissant des périls de cet environnement. Le mont Everest n'est pas la seule zone interdite de vol au monde. Étonnamment, les parcs Disney font également partie de ce club exclusif. Tu ne pourras donc jamais regarder par le hublot de ton avion et admirer la beauté des châteaux de contes de fées de Disney depuis le ciel. Ces dernières années, de nombreuses attractions touristiques très fréquentées, dont les parcs Disney, ont en effet renforcé leurs mesures de sécurité afin de s'assurer que leurs visiteurs soient le plus en sécurité possible. Ainsi, aucun avion n'est autorisé à approcher à moins de 900 mètres de Disneyland en Californie ou de Disney World en Floride. Il s'agissait initialement d'une interdiction temporaire, mais cette règle est devenue définitive en 2003. D'autres endroits ne sont pas survolés par les avions en raison de leur importance historique. C'est le cas du Machu Picchu, situé dans la cordillère des Andes péruviennes. On y trouve un grand nombre d'espèces sauvages et de plantes rares qui poussent exclusivement dans cette région. Il est essentiel de les protéger au mieux. Quel rapport avec le fait que les avions ne survolent pas cette zone ? Tout d'abord, cela réduit le volume de produits chimiques nocifs dans la zone. Ensuite, si un avion devait effectuer un atterrissage d'urgence à cet endroit, il causerait des dommages irréversibles aux constructions et à la faune. Étonnamment, les avions peuvent survoler le Parthénon grec à Athènes, mais à une condition, ne pas le survoler à moins de 1500 mètres. De cette façon, le bâtiment historique est un peu mieux protégé contre les atterrissages d'urgence, car il existe des zones spécialement conçues pour cela tout autour. Tu ne pourras pas non plus voir le Taj Mahal d'en haut, étant donné qu'il s'agit de l'une des pièces d'architecture les plus importantes, les plus anciennes et les plus majestueuses au monde. Il a également besoin de dispositifs de sécurité renforcés. Le bâtiment date des années 1600. L'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial en 1983. Les autorités indiennes ont instauré une zone d'exclusion aérienne au-dessus du bâtiment en 2006. Elles l'ont fait pour protéger non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi les foules de touristes qui viennent ici chaque année, 7 à 8 millions de personnes. Tout le monde sait que Buckingham Palace est la résidence du monarque britannique. Pour la sécurité du roi, et avant lui de la reine, une zone d'exclusion aérienne a donc été mise en place ici aussi. Les avions ne sont pas non plus autorisés à survoler le château de Windsor afin de s'assurer que la famille royale soit tout aussi protégée. Parmi les autres bâtiments britanniques importants qui font l'objet d'une zone d'exclusion aérienne, citons le 10 Downing Street, la résidence officielle et le bureau du Premier ministre britannique, ainsi que les chambres du Parlement. La maison de George Washington à Mount Vernon, en Virginie, ne peut être survolée par des avions qu'à plus de 460 mètres. Ce manoir historique en bois a été construit pour le président George Washington entre 1758 et 1778. Malheureusement, le bâtiment a subi de nombreux dommages au fil des ans. Aussi, afin de mieux le préserver, les autorités ont décidé d'interdire les vibrations produites par les avions en vol. C'est pourquoi on a établi une zone d'exclusion aérienne à cet endroit aussi. Elle couvre tout l'espace aérien au-dessus de ce monument historique national.
C'est probablement la raison pour laquelle on ne voit que rarement des photos de cette maison vue du ciel. Comme il s'agit de la ville de résidence du président des États-Unis, il est également interdit de survoler Washington DC. C'est aussi le siège du Congrès et d'autres institutions publiques. Les autorités ont donc établi une zone de règles de vol spéciale s'étendant sur 48 km autour de l'aéroport international Ronald Reagan. Cela signifie que c'est l'un des aéroports où les décollages et les atterrissages sont les plus précis. Les pilotes doivent composer avec les zones interdites de vol, ce qui entraîne parfois des décollages peu confortables pour les passagers. Chaque fois qu'un pilote pénètre dans une zone interdite de vol, cela provoque un gros pataquès, comme ce qui s'est passé en 2005, lorsqu'un pilote a accidentellement dirigé son avion vers une zone interdite. Le Capitole a dû être évacué immédiatement, et ses activités habituelles ont été interrompues. D'autres capitales du monde ont des exigences similaires, comme Budapest par exemple. Dans la capitale de la Hongrie, les avions ne sont pas autorisés à survoler l'ancienne ville de Pest et les collines de Buda. La quasi-totalité du trafic aérien est également interdite au-dessus de Paris, à quelques exceptions près. Les avions ne peuvent la survoler à moins de 2000 mètres. Les survols en hélicoptère sont également interdits au-dessus de Paris intramuros. Seuls certains appareils effectuant des missions précises peuvent obtenir une autorisation spéciale. En général, les avions de tourisme ne sont pas non plus autorisés à proximité de l'île de Manhattan, en partie à cause des très hauts bâtiments qui s'y trouvent et du risque additionnel de collision. Mais surtout parce que les trois grands aéroports de New York, John Fitzgerald Kennedy, Newark Liberty et LaGuardia, sont très proches les uns des autres. Le trafic aérien dans cette zone doit donc être parfaitement étudié pour éviter que les avions ne se croisent. Cela paraît étrange qu'un avion commercial n'ait pas de clé pour activer le contact, hein? Mais le processus est un peu plus compliqué que de simplement tourner une clé, tu sais. Au lieu de cela, il y a toute une série de boutons et de cadrans sur le tableau de commande qui activent des processus sophistiqués. Une batterie chargée par un petit générateur électrique situé dans la queue du jet fournit l'énergie à l'avion. Le flux d'air entre et se déplace dans les moteurs du jet pour les garder au frais. Une puissance de réserve réchauffe ensuite les turbines en les faisant tourner lentement jusqu'à ce qu'elles commencent à s'activer au bon rythme. Ensuite, les moteurs peuvent être allumés un par un. Avec parfois 4 moteurs sur un avion commercial, ce processus complet peut prendre jusqu'à 90 minutes. Les avions n'ont pas non plus de clé pour verrouiller leurs portes. Mais lorsqu'ils sont stationnés, les jets sont surveillés en permanence par des agents de sécurité. Et même si quelqu'un parvenait à les déjouer, il ne pourrait pas s'enfuir rapidement. Lorsque l'on entre dans l'avion, le capitaine surveille de près le processus d'embarquement. Il est non seulement aux commandes du poste de pilotage, mais aussi de la cabine des passagers. Pour devenir pilote commercial, il faut avoir une vision de loin d'au moins 20 sur 20. Mais selon les compagnies aériennes, il est parfois acceptable que les pilotes se fassent un peu aider par des lunettes. Ok, il est temps de trouver une place dans l'avion. Tu t'es déjà enregistré en retard par le passé, et tu as déjà vécu cette expérience désagréable de ne pas pouvoir embarquer sur ton vol. En effet, les compagnies aériennes font exprès de surbooker leur vol, au cas où il y aurait des défections ou des annulations. Cette fois, tu n'as donc pas pu choisir ton siège. Tu passes devant les sièges avant avec jalousie. Ce sont les sièges qui sont toujours pris beaucoup plus rapidement, car tout le monde veut quitter l'avion le plus vite possible après son atterrissage. Mais si tu préfères la sécurité à un départ rapide, sache que c'est à l'arrière qu'il faut s'installer. On estime que la sécurité est de 40% plus élevée à l'arrière de l'avion. Peut-être que tu préfères prendre la voiture plutôt que l'avion. Les chances que quelque chose de dangereux arrive à un avion pendant un vol sont de 1 sur 11 millions. À titre de comparaison, la probabilité d'un accident de voiture est de 1 sur 5000. Tu as été placé à la sortie de secours. Excellent, il y a plus d'espace pour les jambes. Au cours des 30 dernières années, l'espace pour les jambes n'a cessé de diminuer d'année en année, jusqu'à 12 cm sur certaines compagnies aériennes. Non, ce n'est pas toi qui as grandi. C'est juste que plus il y a de passagers, plus la compagnie aérienne gagne de l'argent. Les compagnies ne construisent pas leurs propres avions, mais achètent des avions fabriqués en usine. Ensuite, chaque compagnie aérienne détermine sa propre structure et organisation des sièges. Voilà pourquoi les sièges ne sont pas toujours alignés sur les fenêtres. Mais ce n'est pas grave, tu as la meilleure place. Même si c'est toujours un peu angoissant d'être assis à côté d'une porte de secours. Que se passe-t-il si l'on y touche accidentellement en dormant et qu'on l'ouvre? Relax. Il est en fait impossible d'ouvrir ces portes en vol. La pression de l'air à l'intérieur exerce une pression sur chaque centimètre carré de la cabine. Sur la porte elle-même, cette pression équivaut à 454 kg de pression. C'est beaucoup.
Ainsi, même si tu développais la force d'un Hulk dans ton sommeil, tu ne pourrais toujours pas ouvrir cette porte, car elle est verrouillée par une série de dispositifs électriques et mécaniques. Ces mesures supplémentaires sont importantes parce que si la porte s'ouvrait, la température de l'ensemble de la cabine chuterait rapidement et le changement radical de pression affaiblirait la structure de l'avion. C'est l'heure du décollage et on t'a demandé d'éteindre ton téléphone. Faut-il vraiment le faire ? 10% des gens admettent qu'ils ne parviennent pas à éteindre leur téléphone et qu'ils ne le mettaient même pas en mode avion. Les téléphones portables peuvent causer des problèmes, mais ils ne perturbent pas réellement l'électronique comme on pourrait le croire. Mais oui, il existe une réelle inquiétude quant au fait que ton téléphone puisse recevoir des signaux de plusieurs tours au sol, ce qui distrait fortement les pilotes. Alors, facilitons spontanément leur travail en éteignant nos appareils. L'avion a atteint 12 000 mètres. Tes oreilles se sont débouchées et le signal de ceinture de sécurité est éteint. L'hôtesse de l'air marche dans l'allée, les bras tendus vers l'extérieur. Le personnel navigant marche de cette façon pour garder l'équilibre dans un couloir si petit. Ils essayent d'éviter de perturber les passagers, donc ils n'utilisent pas l'appui-tête des sièges. Et en cas de turbulence soudaine, il existe des emplacements spéciaux pour s'agripper sous la soute à bagages si nécessaire. On estime qu'1 demi-million de personnes volent dans le ciel à chaque instant. En ce moment, tu fais donc partie de ce groupe spécial qui représente 0,1% de la population mondiale. Tu regardes par la fenêtre et tu admires les ailes blanches. Les avions sont peints en blanc et dans d'autres couleurs plus claires pour aider à réfléchir le rayonnement solaire. Cela permet d'éviter les dommages causés par le soleil en réduisant la quantité de chaleur reçue par l'avion. Mais au loin, des nuages sombres s'approchent et l'avion se dirige vers un orage. Puisqu'il est fait de métal, ce doit être un gros conducteur électrique, pas vrai ? Heureusement, les avions à réaction sont équipés d'une coque en aluminium qui conduit parfaitement l'électricité. L'intérieur de la cabine est complètement protégé de la foudre, ce qui protège les systèmes électriques et nous préserve, nous, les mammifères constitués de carbone. L'avion est si parfaitement conçu pour résister aux orages électriques que c'est l'un des endroits les plus sûrs où se trouver. Il n'y a pas eu d'incident majeur dû à un orage depuis les années 1960. Tu as soif et tu sais bien que tu aurais dû apporter ta propre eau. Lorsque les avions atterrissent quelque part, ils remplissent leurs réserves d'eau. La qualité de l'eau dans un avion dépend donc de l'endroit où ils ont recueilli le précieux liquide. De nombreux éléments contribuent à la qualité de l'eau de chaque aéroport. Les citernes à eau, les camions, les chariots et les tuyaux sont tous susceptibles de répondre à des normes différentes. En 2019, une étude sur l'eau des compagnies aériennes a révélé que la plupart d'entre elles ne fournissaient pas d'eau de qualité. La recommandation générale est ainsi de ne boire que de l'eau dans une bouteille scellée et d'éviter même le thé, mais la nourriture est tout à fait correcte. En te rasseyant, tu remarques que la cabine est froide, très froide même, pour être honnête. Elle est intentionnellement réglée à environ 21 degrés Celsius pour une excellente raison. Quand les gens sont susceptibles de s'évanouir, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène. Et quand il y a de l'air chaud mélangé à une forte pression dans la cabine, l'évanouissement devient plus courant. Alors oui, l'air frais est vraiment utile, mais en attendant, on t'a fourni une couverture pour ton confort. Réchauffé par la couverture, tu remarques que l'air sec qui passe par ton nez déshydrate tes lèvres et tes yeux. Mais ne t'inquiète pas, l'air est totalement sans danger et très propre. 40% de l'air est recyclé et passe par un système de nettoyage complet pour éliminer toute la poussière et les bactéries en suspension dans l'air. Et les 60% restants proviennent de l'extérieur. Mais les niveaux d'humidité dans l'air sont très bas, et c'est pourquoi tu ressens une telle gêne. Il fait maintenant nuit dehors, alors que l'avion commence sa descente vers l'atterrissage et les lumières sont tamisées. Ces lumières éteintes ne sont pas destinées aux pilotes, à l'équipage ou aux personnes présentes à l'aéroport. Non, elles sont pour toi. Si quelque chose ne va pas lors de l'atterrissage dans l'obscurité, il faudra lancer une procédure d'urgence. Les lumières tamisées sont là pour aider tes yeux à s'adapter et pour que tu puisses te diriger plus facilement vers la sortie dans l'obscurité. Mais heureusement, aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire, car ton voyage est arrivé à son terme. Le ciel est-il comme un désert? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythe ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures, et ce depuis plus d'une décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%.
Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'un avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. À titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si secs quand tu prends l'avion. Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur internet qui est devenue virale en un rien de temps. Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif, connu sous le nom de speed tape. Il coûte environ 700 $ par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes, et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls, grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité, voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait 2 fois plus vite que la vitesse du son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui est d'environ 1234 km/h, soit en effet presque 2 fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol. C'est complètement fou. Mais est-ce vrai? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion. Et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées. Selon toi, la vitesse dépend-elle vraiment de la direction de l'appareil? Et c'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude, également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km/h. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. Penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel.
Est-ce que tu penses que c'est vrai ou s'agit-il encore d'un mythe? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de piste et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux? C'est vrai. La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amer, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer. Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus. D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre aux Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai fait 8. Pas génial.